tous, nouvelle vidéo. Cette vidéo sera consacrée à l'histoire de la France. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait l'histoire de la France après l'histoire d'Israël. Vous savez que j'ai déjà fait l'histoire de l'Israël, une première partie, une deuxième partie, une troisième partie, et puis j'ai fait une quatrième partie sur les origines des Hébreux. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai commencé d'abord avec l'Israël et puis la France. Les vidéos que je vais faire, il n'y en aura pas qu'une seule, il y en aura 6, parce que l'histoire de la France est bien sûr très vaste, il y a beaucoup de choses à raconter. La vidéo que je vais faire aujourd'hui sera consacrée de la préhistoire jusqu'à la mort de Vercingétorix. Alors comment je vais essayer de expliquer les choses? Je vais essayer de faire tout en chronologie, c'est-à-dire que je vais commencer par la préhistoire, puis on fera la protohistoire, puis on terminera avec la mort de Vercingétorix. Ça sera la première partie, et la deuxième partie commencera avec les Mérovingiens. Alors, pour expliquer l'histoire de la France, c'est très compliqué, donc moi je vais surtout me baser sur le culte de la France et les aspects ésotériques et religieux de la préhistoire jusqu'à Vercingétorix. Alors, il faut savoir quand même que la France a une histoire quand même extraordinaire. Elle sort de l'eau, elle n'est pas comme les autres pays. La grande différence est déjà qu'elle a des ordres exceptionnels. On a eu les ordres de Templiers, on a eu les cathares, on a eu des alchimistes, on a aussi des personnages emblématiques et érudits comme Nostradamus, Nicolas Flamel. On a eu des rois et des empereurs qui sont quand même au-delà. Napoléon, Louis XIV, Saint-Louis. C'est des gens qui sortent quand même de l'ordinaire et qui sont extraordinaires. Au plus que le pays est glorifié, au plus que les forces du mal rentrent dans le pays. Alors nous allons commencer avec la préhistoire qui commence en France en 18 000 avant Jésus-Christ. Il faut être honnête que la préhistoire existe déjà avant 18 000 avant Jésus-Christ, mais je vous parle en France. Alors souvent quand on parle de la préhistoire, on parle directement de les grottes qui sont remplies de plusieurs dessins. Mais les grottes se trouvent qu'en Occident. En Orient, nous retrouvons des silex, la pierre et autres ornements qui représentent la préhistoire. Alors, certains des grottes ont beaucoup de dessins et certains de ces grottes ont peu de dessins. Une des grottes la plus connue en France est la grotte de Lascaux, mais il n'y a pas longtemps, on a trouvé une grotte qui se trouvait à 38 mètres en dessous de l'eau, c'est-à-dire qu'il y a 18 000 avant Jésus-Christ, à ce lieu-là, nous avons de la terre et à cause des glaciations, l'eau a monté. Et là, nous avons retrouvé des représentations, des dessins, parce que souvent, on représente ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'à Lascaux, on n'a pas des poissons. Il y a une autre grotte où on a trouvé des pingouins. Donc, chaque grotte a ses propres dessins. Alors, maintenant la question qu'on doit se poser, il y en a deux. Et on va bien sûr pas parler des 150 grottes de la France, on va parler surtout de la grotte de Lascaux. Comment se fait-il qu'elle est toujours en bon état et qu'on a retrouvé les dessins? Et qui est le premier personne à retrouver les dessins après la préhistoire? Les deux questions vont ensemble. Qui a découvert les grottes de Lascaux? C'est un enfant, tout petit jeune homme, qui aimait bien en 1940 vadrouiller un peu dans les grottes, et il s'est retrouvé dans cette grotte et il a retrouvé tous ses dessins. Vous savez que des petits bonhommes de cet âge-là, la première chose qu'ils vont faire, c'est expliquer ça à leurs amis. Il va repartir dans la grotte avec 3 amis et finalement il décide d'aller chez monsieur l'abbé qui était un passionné de l'histoire
Alors lui, il était submergé de ce qu'il a vu et en 1950, on décide d'ouvrir les grottes de Lascaux au grand public. Malheur en 1950, c'est qu'elles vont commencer à dégrader à cause de notre propre air et donc en 1960, on décide de fermer les grottes de Lascaux. Qui a fermé la grotte de Lascaux? C'est André Malraux. Maintenant, la question qu'on doit se poser, comment se fait-il qu'ils étaient toujours dans un si bon état en 1940? On a quand même 18 000 ans de différence avec la préhistoire et 1940. Mais l'explication est en fait simple. Ce qui s'est passé pendant la préhistoire, c'est que le rentrée principal s'est effondré. Donc du coup, il fallait passer par des petits tunnels et c'est pour cette raison-là que les dessins ont été toujours bien conservés. Alors les dessins sont exceptionnels, hein. On trouve dans les dessins déjà plusieurs couleurs, on trouve le noir, on trouve le jaune ocre, on les trouve parfois représentés en perspective, parfois en mouvement, parfois on les retrouve en queue leu-leu. On retrouve plusieurs animaux, c'est-à-dire on trouve des cerfs, des bisons, des ours. Comme je vous ai dit, souvent on représente les animaux qui sont sur le même lieu. Et c'est quand même assez exceptionnel parce que c'est que des chasseurs-cueilleurs et on est dans l'époque des Cro-Magnons, ça veut dire qu'on a une forme de singe. Ce qui est très curieux, c'est qu'on a du mal à faire une flèche, mais on a une prouesse technique, artistique qui est quand même au-delà. D'où ça vient? On n'a pas vraiment des réponses sur cette question et toutes les hypothèses restent ouvertes sur cette question. Mais non, la question qu'on peut aussi se poser, c'est comment ils illuminaient? Ben oui, pour faire des dessins dans des grottes quand vous êtes au tout début, ça va. Mais quand vous êtes tout à fait au fin fond de la grotte et qu'il n'y a pas de lumière, vous faites comment? Avec la graisse d'animaux. On peut chauffer avec la pierre et puis ça fait du feu. Je veux bien, mais il faut que ça soit bien éclairé parce que la prouesse technique est exceptionnelle pour cette époque-là. Deuxième chose à laquelle je me suis quand même posé plusieurs questions, je me suis dit, mais comment ils ont fait pour peindre la voûte? La voûte est complètement peinte, donc c'est-à-dire qu'ils devaient déjà avoir un certain système d'échafaudage à cette époque-là. Et c'est une prouesse technique qui ne va pas ensemble avec les Cro-Magnons. Une autre question qu'on peut se poser, c'est la question, mais à quoi il sert? Est-ce que c'était une genre de sépulture où ce qu'on mettait les morts? Pour l'ère de temps, je ne pense pas que ça va ensemble. On pourrait dire peut-être que la France avait déjà un don des millénaires avant, qu'ils avaient déjà un don artistique, parce que vous savez que la France est quand même le pays de l'art, et que on faisait pour faire beau. Alors, j'aimerais bien savoir pourquoi on l'a fait, parce qu'à cette époque-là, je ne pense pas qu'il y avait une idée économique derrière ça, hein. C'est pas comme le Louvre à ouvrir pour un public qui vient d'un autre pays. Une autre hypothèse, et celle-là peut être une vraie hypothèse, c'est une que moi-même j'ai inventée. Ça pourrait que comme c'est des semi-nomades et qui partent d'une grotte à l'autre et qu'à chaque fois ils trouvent des vestiges, ils peuvent se repérer ce qu'on peut trouver dans ce pays. C'est-à-dire que si vous allez à la grotte de Provence, vous savez que dans les alentours, vous pouvez retrouver des poissons. Si vous allez à la grotte de Lascaux, vous savez que vous pouvez trouver des sangliers, des bisons et autre chose. Donc ça pourrait être aussi une façon pour se repérer et pour savoir quelle nourriture y a-t-il dans ce lieu. Alors, on peut aussi se poser la question, est-il seulement les animaux qu'on peut manger, qui sont comestibles, qui se retrouvent à l'intérieur des grottes, en sachant qu'à cette époque, on est dans l'ère des rennes, c'est-à-dire qu'on trouve des rennes un peu partout. Malheur, on a trouvé dans les grottes de Lascaux
pas beaucoup de représentations de rennes. On trouve aussi des représentations d'ours, on trouve des représentations de sangliers, des bisons. On peut mal s'imaginer que les Cro-Magnons chassaient les bisons qui font 2 mètres, qui sont beaucoup plus puissants que ces Cro-Magnons, et en plus pour découper un bison, je vous souhaite bonne chance. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être? Une autre hypothèse, et celle-là, c'est celle qui est l'hypothèse qui est celle que tout le monde croit actuellement, que ça pourrait être une forme de chamanisme, c'est-à-dire un totem animalier. On représente un animal contre un mur pour le vénérer, comme ça on peut le retrouver plus facilement pour la chasse, mais aussi pour se protéger, c'est-à-dire on essaye de contrôler l'esprit des ours pour que les ours ne nous attaquent pas. Comme vous voyez, plusieurs hypothèses sont faites sur les grottes. Est-ce qu'on sait vraiment quelle est la bonne? Aujourd'hui, comme je vous dis, la question reste toujours ouverte. Maintenant, d'où vient cet enseignement? Parce que comme je vous ai dit, ils ont du mal à faire une arc et ils ont déjà une prouesse technique assez extraordinaire dans l'art. Est-ce que c'était une civilisation qui était inférieure à leur pour leur donner les techniques? Est-ce que c'est les Anunnaki qui viennent d'une autre galaxie qui ont donné les attributs? Toutes les hypothèses restent ouvertes. En conclusion, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas ensemble. On est chasseur-cueilleur, mais au niveau de l'art, on est déjà très avancé. J'ai vu une dernière petite chose que je voulais partager avec vous. J'ai vu quelque chose d'exceptionnel dans les grottes de Lascaux, où ce que nous avons, donc juste pour vous dire, les grottes de Lascaux, quand vous allez les visiter aujourd'hui, ce n'est plus ceux d'origine. Hein. Ceux d'origine se trouvent à 600-700 mètres de ce que vous pouvez visiter aujourd'hui. Je vous ai dit la raison, c'est parce qu'elle a dégradé et donc du coup vous avez une représentation de ce que vous voyez dans les grottes de Lascaux. Et là, quelque chose d'extraordinaire qui m'a frappé à l'œil, parce que moi je ne suis pas parti dans les grottes de Lascaux, mais je regardais un peu sur Google les photos, j'ai trouvé une photo où il y a un humain représenté à 4 doigts. On peut se poser la question, est-ce qu'un humain à cette époque-là avait 4 doigts, avec une tête de oiseau? Est-ce que c'est un homme hybride ou est-ce que ça a une représentation religieuse, en train de tuer un bison où est-ce que vous avez les entrailles qui sortent de l'estomac? Et deuxième chose, avec un représenté en érection. Alors moi qui m'y connais un tout petit peu en ésotérisme, honnêtement je n'ai pas trouvé vraiment un sens avec le bison. La tête d'oiseau, on sait qu'il y a des dieux comme Thoth qui sont représentés à tête d'oiseau, mais le vrai sens symbolique avec cette figuration, je ne peux pas vous répondre sur cette question. Il y a quelques humains qui sont représentés dans les grottes, mais honnêtement il n'y en a pas beaucoup. Alors, comme on a fini avec la préhistoire, nous allons aller un peu plus loin et nous allons nous retrouver à la proto-histoire. Donc, ce qui se passe 18 000 avant Jésus-Christ, vers 10 000 avant Jésus-Christ, nous avons le déluge qui est universel, et puis nous tombons sur, on peut dire, la civilisation avant l'écriture, donc on est 6 000, 7 000, 5 000 avant Jésus-Christ. Et dans la proto-histoire, on connaît quelque chose qui est aussi universel, c'est les mégalithes. Les mégalithes qu'on retrouve partout dans le monde. Nous retrouvons des mégalithes en Occident, mais nous retrouvons aussi des mégalithes en Orient et même en Amérique latine. On en trouve en Picardie, en Corse, en Bretagne, on trouve le Karnak que la plupart de vous connaissent, Stone Age qui est très connu aussi. Et ces mégalithes sont extraordinaires. C'est des pierres qui sont au-delà. Et donc, ce qui est très curieux, et la question qu'on doit se poser, c'est qui a transporté des pierres en sachant que on ne trouve pas ces pierres toujours dans l'origine où ce qui sont posées.
Donc la granite parfois se trouve beaucoup plus loin. Donc on se pose la question, il y a 5000 ans, 6000 ans, comment on a pu transporter des pierres qui font parfois 13 tonnes, qui sont qu'on peut pas soulever, qui sont quasi impossibles à soulever. Donc ça, c'est une question à laquelle on n'a pas de réponse. On pourrait peut-être dire qu'à cette époque-là, il y avait des géants, on a trouvé des squelettes des géants de 3,50 m qui les déplaçaient. Pourquoi pas? Mais même que vous faites 3,50 m, déplacer un menhir de 13 tonnes, il faut être extrêmement fort. Donc sur ça, nous n'avons toujours pas de réponse et que des questions. Deuxième chose à laquelle on doit se poser une question, à quoi ça sert, comme on a fait avec les animaux de Lascaux? Une des théories pourrait être que c'est pour retrouver l'énergie tellurique. Donc il y avait des énergies en dessous de la terre et donc on pose les pierres pour capter l'énergie avec la granite qui donne un certain magnétisme pour guérir les gens sur ces lieux. Autre chose pourrait être aussi, par exemple, des tombeaux. On sait qu'on a trouvé quelques personnes mortes en dessous des tumulus. Une autre théorie pourrait être un genre de culte terre-mère, comme vous connaissez, c'est-à-dire la terre-mère est représentée le sol, un genre de symbole phallique qui capte l'énergie et qui donne l'énergie à la terre-mère pour que la terre soit régénérée. Ça pourrait être aussi une explication. Une autre explication pourrait être qu'on l'utilise comme calendrier solaire, c'est-à-dire qu'on peut voir avec l'ombre l'heure qu'il est et les dates. Pourquoi pas? On a même trouvé certains qui sont orientés sur les solstices d'été et les précisions des équinoxes. Donc plusieurs thèses y passent. Il y a même un homme qui a retrouvé des mégalithes en forme de cercle et qu'en fait le soleil frappe dans le signe zodiaque, ça veut dire l'ère du poisson, l'ère du taureau, et donc à chaque fois qu'il y a un carré, ça bougera à chaque fois, et c'est comme ça que ça fait tout le cercle. Donc ça pourrait être un calendrier, ça peut qu'on projette des choses qui se trouvent dans le ciel pour les représenter sur le sol. Mais toujours la question qu'on doit se poser, comment se fait-il à la proto-histoire, où on a une civilisation qui ne sait pas écrire, et aussi fort en astrologie et en connaissance? C'est des questions à laquelle, encore une fois, je ne peux pas répondre. Est-ce que c'est l'Atlante, les Anunnaki, autre chose, une civilisation qui nous a inconnue, qui était inférieure à cette civilisation? Les questions restent ouvertes, et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que c'est universel et fait à la même façon. Maintenant, nous allons passer de la proto-histoire chez les Gaulois. Alors, les Gaulois est déjà une civilisation civilisée, mais ne rentrent pas dans l'histoire, c'est-à-dire qu'ils sont déjà sédentaires, certains d'entre eux, ils travaillent sur la terre, ont déjà des marchandises. Mais pourquoi je dis qu'ils ne rentrent pas dans l'histoire? Parce qu'ils n'ont pas de texte écrit. Vous rentrez dans l'histoire quand vous avez des textes écrits. Alors les Gaulois étaient un peuple qui recouvrait toute l'Europe. On peut dire que déjà 3/4 de l'Europe, pas de l'Europe, de la France étaient Gaulois. Pour vous donner une petite idée, on avait 60 000 Romains à une certaine époque et 10 millions de Gaulois. Et souvent, chez les Gaulois, vous avez le vocable de Galate. Et Galate, ça vous retrouvez un peu partout. En Espagne, vous avez la Galatie. En Moyen-Orient, vous avez Galilée. Et il y a une théorie qui dit que les représentations de Jésus et de Marie-Magdeleine ont une tendance celte. Et donc c'est pour cette raison-là qu'ils sont représentés à cette façon. Alors moi, honnêtement, cette thèse, je la mets de côté et je n'y crois pas du tout. Je vous explique. On représente ce qu'on veut représenter. Ça veut dire que quand vous allez en Orient, vous allez voir que Jésus est complètement représenté différemment qu'en Occident.
Et les premières représentations de Jésus datent 5 siècles après Jésus-Christ. C'est là qu'on va vraiment le représenter, en sachant qu'en 5 après Jésus-Christ, qui vit en France? Les Gallo-Romains qui se sont mélangés. Et comme on veut idéaliser une personne, on prend l'idéal de la personnification du peuple qui est sur ce territoire. Un peu compliqué ce que je veux dire, c'est-à-dire que si moi j'ai une tête de cheval, je veux représenter un idéal avec une tête de cheval aussi. Donc on représente, donc s'il y a un contexte celte, ce n'est pas parce qu'il vient de Galilée ou quoi que ce soit, ça vient parce que les humains étaient à la ressemblance de Dieu. On passe. Alors, ces Gaulois avaient plusieurs tribus, ils allaient parfois aussi en raid, c'est-à-dire qu'ils allaient attaquer une autre tribu parce qu'ils n'étaient pas toujours ensemble. On avait les Carnutes, les Parisides, les Ambiens, les Avernes, donc on avait plusieurs tribus qui se battaient. Et ces Gaulois ont même pris le sanctuaire de Delphes, d'Apollon, donc ils ont été très forts, ils ont pillé tout le sanctuaire et ils ont pris une pierre précieuse qu'ils ont mis à Bourges, c'était le lieu où ils venaient toujours ensemble. Et autre chose aussi qu'ils ont presque pillé, c'est les 6 collines sur 7 à Rome. Le 7e colline qui était protégée par le Capitole, ils n'ont pas su la envahir parce que les Oies ont appelé les Romains pour dire que les Gaulois étaient en train de les envahir. Donc c'était un peuple qui était quand même très très puissant. Ce n'est pas tout. Qui était en contrôle de ce peuple? C'était souvent les druides. Les druides qui étaient des sages extraordinaires, qui s'y connaissaient très bien sur l'astrologie et qui s'y connaissaient très bien sur les fleurs et les plantes. Donc c'était des gens qui sortent de la norme. On ne trouve rien sur les druides pour la simple raison qu'ils transmettaient leurs informations orales, c'est-à-dire on donnait la tradition oralement et pas par écrit, parce que si on le fait par écrit, c'est trop figé. Donc du coup, comme la nature change, eux aussi font partie de la nature. Et ils étaient très forts, hein. Ils avaient les zodiaques, comme vous connaissez, lion, scorpion et tout ce genre de choses. Mais les zodiaques n'étaient pas des animaux, c'était des arbres. Je vous donne un exemple, le bélier serait par exemple la chêne. Le lion était l'olivier. Pourquoi l'olivier? L'olivier donne de l'huile et donne l'éclairage et ça fait partie de l'été. Vous avez par exemple le scorpion. Le scorpion serait un arbre qui s'appelle la lif, qu'on met souvent dans les cimetières. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Encore même mieux, en décembre, vous avez le capricorne. Le capricorne et le sapin. Donc on fait une tendance gauloise et pas une tendance catholique aujourd'hui. Donc ça vient en fait d'une autre origine, ce qui est très intéressant, que tout en fait c'est un tout petit peu mélangé. Ils avaient déjà des mercures, ils vénéraient aussi Mercure, on avait des statuettes en mercure qui sont faites en argile, ils avaient des poteries avec des cercles. C'était vraiment un peuple qui avait déjà une certaine tendance pour l'art. Ils avaient aussi, par exemple, les 4 points cardinaux qui étaient représentés par des arbres. Ils avaient 2 arbres, par exemple, pour le solstice et ils avaient 2 arbres pour les équinoxes. Donc, ils étaient déjà très avancés pour l'ère du temps. Et bien sûr, les Romains se sont aussi inspirés de ces gens-là. La première chose que César a fait, c'est bien sûr tous les persécuter, surtout les druides, parce que la loi ne va pas ensemble avec leur idéologie qui est plutôt féerique, plutôt des choses avec l'invisible. Vous savez que les Romains, c'est très carré, c'est très ordre, et nous, les Français, qui ont suivi la tradition de la Révolution française, qui est une tradition plutôt gréco-romaine, tout ce qui est gaulois, on a fait passer ça à la trappe. Et aujourd'hui, je pense pas qu'à l'école, vous allez apprendre des choses sur les Gaulois. La seule chose que peut-être vous avez appris, c'est que Vercingétorix,
s'est fait battre par, euh, par César. Et c'est César, bien sûr, qui a écrit le récit qui s'appelle La guerre des Gaules. Bon, après, ça a été délibéré. Hein. On va bien sûr choisir quelque chose avec laquelle on est plus proche et qu'on peut trouver des vraies citations qu'avec une tendance qu'on a du mal à expliquer et à connaître. Sachant quand même que les druides étaient quand même des sages beaucoup plus forts que que les sages romains. Hein. C'était quand même pas la même catégorie de sagesse. Alors, est-ce qu'on a une tendance plutôt romaine ou gauloise? Moi, j'aurais dit, dans l'inconscience, on a plutôt une tradition gauloise. Vous voyez que les Français savent faire la fête avec leur banquet qui était vraiment, on peut dire, très vénère. Et après, la loi qui est plutôt Rome, citoyen et tout ce genre de choses. Alors, comment les choses se sont passées? Je vous explique en cours l'histoire, hein, on va pas faire tous les détails de César et Vercingétorix. Alors, il faut savoir que César voulait être proclamé comme dictature. Comment on devient dictature à cette époque-là? Il fallait que vous avez le vote du Sénat, c'est-à-dire que vous devez montrer que vous allez conquérir un certain pays, et par après, quand vous revenez et vous l'avez conquis, le Sénat va voter si vous pouvez être dictature ou pas. Donc plusieurs chefs de guerre ont voulu être dictature. L'excuse, et moi je la trouve un peu bidonne, je vais être très honnête, c'est qu'il y avait une bagarre entre un Gaulois et un Romain. Le Romain qui était un marchand de vin et un Gaulois qui était un marchand de bière, ils se sont battus et c'est pour cette raison-là qu'il y a eu la guerre des Gaules. Honnêtement, je trouve ça une explication un tout petit peu simpliste. En tout cas, César décide de partir, il va se battre contre Vercingétorix. Vercingétorix va essayer de allier toutes les tribus, donc les 60 tribus, il y en avait une bonne 80, mais il va allier les tribus pour se battre contre Julius César. La première chose qu'il va faire, Vercingétorix, comme c'est un stratège comme Julius César, il va pratiquer la terre brûlée. C'est-à-dire que les Romains, à chaque fois qu'ils avancent, Vercingétorix, qu'est-ce qu'il fait? Il brûle la terre. Il les avance encore, il brûle la terre. Ça pose problème. Parce que de 1, on ne peut pas nourrir les chevaux, donc on ne peut pas avancer. Les armements sont lourds et les Romains, après 2 jours, ça va, mais après 7 jours, rien avoir mangé, ça commence à friter. À un moment, on arrive à Bourges. Et Bourges était un lieu très important pour les Gaulois, c'était leur centre où tous les druides venaient. Donc qu'est-ce qu'on fait avec Bourges? On détruit, on l'incendie et on fait la terre brûlée et on continue et on est sûr que les Romains périssent, ou on se bat contre les Romains. Alors finalement, on va opter pour la deuxième, on va se battre contre les Romains, ils vont perdre, on va massacrer 5000 hommes, et l'avantage pour les Romains, c'est qu'ils peuvent manger, donner de nouveau de la nourriture aux chevaux, et donc du coup, on continue. Et là, Vercingétorix va aller jusqu'à Alésia, quand on ne sait toujours pas où est-ce que ça se trouve. Hein. Alésia, c'est toujours un lieu qui a été décrit dans le livre de Julius César, dans la guerre des Gaules, mais on n'a jamais trouvé où se trouve cette Alésia. Finalement, on y arrive, elle est imprenable, il y a une rempart, 2 remparts, donc une rempart à l'intérieur et une rempart à l'extérieur, ça se trouve sur un oppidum, et donc la tribu de Vercingétorix se trouve à l'intérieur, et il espère que les autres tribus vont le délivrer. Malheur avec ces Gaulois, c'est qu'ils n'ont pas une chose en commun. Ils ont les mêmes dieux en commun, mais chacun veut une certaine gloire. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que les Romains, à chaque fois, éliminent chaque partie. Tac, tac, chaque tribu va se faire massacrer. Finalement, les gens qui sont à l'intérieur vont quasi mourir de famine. Ils vont avoir faim. Donc, du coup, il faut sortir. Et Vercingétorix va dire qu'il veut plus se battre contre Julius César, va donc mettre le pied, le genou sur terre, le drapeau blanc, et c'est la fin des Gaulois. Les derniers Gaulois se sont encore battus avec les Romains un peu dans le nord, mais on peut dire qu'à ce moment-là, c'est la fin. On passe de l'ère du bélier aussi à l'ère du poisson, c'est-à-dire que les druides
l'ont déjà vu. Et c'était pour cette raison-là qu'à Bourges, peut-être, ils se sont dit, on va se battre contre les Romains, en sachant quand même qu'on allait changer tendance et d'air, et qu'à ce moment-là, comme on allait être plus moderne, que l'air était plus une tendance avec des lois et des règles, etc. etc. Voilà, on a fait un tout petit peu l'histoire de la France qui part de la préhistoire jusqu'à la mort de Vercingétorix. La prochaine, on va essayer de parler des Mérovingiens. C'est encore beaucoup plus spectaculaire de ce qui s'est passé maintenant. Vous allez voir que les Mérovingiens, c'est vraiment un peuple très curieux. Et je ne pourrais pas vous répondre jusqu'à où je vais aller. Comme j'aime bien que mes vidéos font toujours entre 30 et 40 minutes, je vais essayer d'aller le plus loin possible. J'espère que vous avez adhéré à les vidéos. N'hésitez pas de mettre un petit pouce vers le haut. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas de les mettre dans les commentaires. Je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée et à la prochaine vidéo pour les rois, la première lignée royale, les Mérovingiens.